Merci beaucoup de m'avoir forcé à réfléchir à ce sujet de l'alliance. Je dois d'abord déclarer mes conflits d'intérêts. Je ne sais pas si je suis psychothérapeute ou pas. Parce que la société, à l'insu de mon plein gré, me déclare psychothérapeute, puisque psychiatre. Et vous savez que en France, les psychiatres sont par principe psychothérapeutes, ce qui m'interroge. Je n'ai jamais été formé à la psychothérapie de façon dans une école, donc je ne le suis pas. Mais d'un autre côté, dans ma pratique clinique, en fait, je prescris peu de médicaments et en fait, je soigne essentiellement par la parole, ce qui fait que je serai psychothérapeute. Mais alors, je serai un psychothérapeute sans école et donc avec que de l'alliance, avec que du non spécifique. Mais est-on vraiment un psychothérapeute quand on n'a rien de spécifique? Et puis peut-on même n'avoir rien de spécifique? Et donc cette question de la part qu'il y a dans un soin psychothérapeutique de ce qui relève de quelque chose de spécifique et d'une alliance, et donc de non spécifique, puisque je mets l'alliance dans le non spécifique, c'est une question vertigineuse, et d'autant plus vertigineuse qu'elle interroge la médecine également avec la question du placebo, qui est quelque chose qui me dérange profondément. On a parlé des soins non conventionnels qui sont, vous savez, qui suscitent beaucoup de débats aujourd'hui dans notre société et qui intéressent beaucoup nos patients, et je pense que c'est un symptôme de notre médecine actuelle. Et beaucoup de collègues disent, oui, mais tout ça, c'est des placebos. Ben oui, mais qu'est-ce que vous dites par là, hein? C'est quoi, finalement, qu'est-ce qui se passe dans le soin quand ces patients vont voir ces soignants? Et on dit un peu la même chose à propos de ce qui serait non spécifique dans une psychothérapie. Vous voyez, ah, c'est un bon psychothérapeute. Oui, mais bon, il sait se débrouiller avec les patients, quoi. Il sait mettre de l'alliance, mais quelque part, c'est pas très noble, hein. Oui, d'accord, il est bon, mais ça manque de panache, quoi. Ça manque de vérité, de spécificité. Et c'est ridicule, bien sûr que c'est ridicule. C'est ridicule d'en arriver à penser que quand un patient a guéri avec un placebo, il aurait eu tort de guérir. Et c'est un peu ça qui se passe, hein. Et donc, en fait, c'est un symptôme. Le fait que ça soit ridicule, vous voyez, le fait de dénigrer le placebo, le fait de dénigrer le non spécifique, c'est un symptôme de quelque chose. Et donc, je voudrais réfléchir sur ce symptôme avec vous dans les minutes qui restent. Alors, mon hypothèse de fond part du principe qu'un patient, un malade, donc un malade en médecine, un patient en thérapie, peut-être d'ailleurs que ce n'est pas toujours des patients en thérapie, mais ça c'est autre chose, est un système complexe. Un système complexe, c'est par définition, c'est une termitière. Voilà. Il paraît même un plat de spaghettis, c'est un système complexe. C'est-à-dire, en fait, c'est une assemblée de plein de choses qui interagit où le tout fait plus que les parties. Et en regardant même chaque partie, on n'arrive absolument pas à penser le tout. Vous voyez, quand vous observez au microscope une termite, c'est impossible d'imaginer qu'un ensemble de termites vont construire une termitière, qui est un truc vertigineux de complexité. Et vous savez qu'il y a même des systèmes de climatisation dans les termitières. Et donc c'est impossible de voir dans le cerveau microscopique d'une termite que ça va pouvoir conduire à un bâtiment avec des systèmes de climatisation. Et un patient, c'est comme ça, en fait. Un patient, il y a un ensemble de choses dedans, c'est extrêmement riche, et tout interagit de façon non linéaire, et donc c'est plus que compliqué, c'est complexe. Alors, le problème, c'est que pour mettre du sens sur ce qui est complexe, il n'y a que deux solutions, deux outils, c'est un, la poésie, alors je vais dire comme Maurice c'est à côté de la littérature, et les mathématiques. Les mathématiques peuvent penser la complexité, il y a plein de travaux là-dessus, et la littérature peut penser la complexité. Et le souci, c'est que le corps de la médecine, c'est pas la littérature et c'est pas les mathématiques. Alors il y a des médecins, il y a une tradition de médecins littéraires qui persiste. Il y a des médecins qui font des mathématiques. Jacques de Mongeau à Grenoble était un
un représentant de la biologie il est toujours d'ailleurs de la biologie théorique et quelque part d'une médecine théorique mathématisée, d'une physiopathologie mathématisée, mais aujourd'hui c'est marginal. Donc la médecine n'est pas armée pour travailler avec la complexité des patients. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle est amenée à faire? À réduire. La médecine réduit. Et je ne dis pas que c'est mal, hein. C'est juste la réalité, c'est un constat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à parler de médecine intégrative. Tout le monde a envie de faire de la médecine intégrative et de la psychiatrie intégrative, etc. Et on aimerait intégrer, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'intégrer, parce que pour penser la médecine, il faut réduire. Et il y a, de mon point de vue, deux choses qui sont réduites en médecine. La première, c'est la rencontre. La deuxième, c'est le soin. Et ça va avoir des conséquences très importantes sur notre métier, à la fois de médecin et puis dans les psychothérapies de thérapeute. Alors, la réduction de la rencontre, ça veut dire quoi? Vous avez déjà tous rencontré un médecin comme patient. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certes, on vous accueille dans la salle d'attente et puis vous arrivez, on vous dit bonjour, comment ça va? Mais immédiatement, il y a l'enquête sémiologique. L'enquête sémiologique, donc rechercher les signes et les symptômes qui vont construire le diagnostic et la maladie et donc le traitement. L'enquête sémiologique est une réduction. Alors, encore une fois, ce n'est pas une critique, ça ne marche pas si mal que ça, la médecine. Mais vous avez remarqué à quel point, sans arrêt, et d'ailleurs même, vous avez envie de dire quelque chose au médecin, oui, mais alors, ma belle-sœur, etc., il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est, oui, mais alors, ça a commencé à vous gratter quand? C'était avant-hier, est-ce que vous avez un chat, etc., etc., etc. Vous voyez, je vais revenir sur ma sémiologie, parce que c'est ça qui va me permettre de comprendre votre maladie et de mettre en place le soin. Ce que vous me dites, ce n'est pas mon problème. Vous voyez, la rencontre est réduite à la sémiologie. C'est un peu le paradigme du champ opératoire qu'on pourrait appeler un champ opératoire mental. Vous savez qu'un chirurgien ne doit pas voir le sujet qu'il a sous lui, quoi. Hein, donc c'est très spectaculaire. Hein. On couvre alors pour des raisons d'asepsie aussi, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. C'est pour anonymiser l'objet qu'il va devoir ouvrir avec son bistouri. Et le moment où on ouvre avec le bistouri est toujours un moment de rencontre avec le réel, comme diraient les collègues. Et donc, quelque part, donc, le champ opératoire permet de réduire le sujet. La sémiologie, c'est un champ opératoire mental. Vous collez un champ sur le sujet pour ne pas voir tout ce qu'il y a autour. Et le jargon médical, c'est la même chose. Hein. Si on utilise les mots céphalées, etc., c'est pour sortir de la rencontre avec le langage naturel qui va faire résonner dans cette rencontre nos existences mutuelles, etc., et qui n'a pas sa place dans la rencontre de la médecine telle qu'on l'a construite. Et puis bien sûr, derrière ça, après, il y a le deuxième point de la réduction qui est la maladie. Hein, c'est-à-dire le malade, tout de suite, on va faire le diagnostic, et le diagnostic est une réduction du malade, à tel point que, dans les dictionnaires, y compris le dictionnaire de l'Académie de médecine, la définition de la médecine, c'est l'art de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies. Hein, on définit la médecine par les maladies, alors que la médecine devrait être définie par les malades. Et j'ai essayé de suggérer qu'on pourrait changer la définition, et il y a des résistances. Mais je ne désespère pas. Alors, ça c'est, vous voyez, réduction de la rencontre. Et puis ça a conduit à une réduction du soin. C'est qu'effectivement, avant, il y avait des soins intégratifs. Un chaman fait un soin intégratif, hein. Il y a le sujet, la famille, le cosmos, la société, l'intériorité, la physicalité. Le chaman gère avec tout. Le problème, c'est que ça marche moyen. Et que la médecine occidentale a construit son succès sur une réduction du soin qui s'est bâtie sur, alors pour le dire très vite, et je le dis symboliquement, sur le fait que
Qui dit malade dit maladie, ça on l'a vu avant. Qui dit maladie dit dysfonctionnement d'organes. C'est Claude Bernard. Hein, la maladie, c'est le sujet est composé d'organes. Vous voyez, on réduit. Et quand il y a une maladie, un des organes dysfonctionne. Et donc, pour traiter le malade, donc la maladie, dans le dysfonctionnement d'organes, il faut trouver quelque chose qui va agir sur la dysfonction. Et, le paradigme, ce paradigme de réduction du soin, marche très bien avec les maladies bactériennes qui tuaient des millions d'enfants et d'adultes tous les ans. Et donc, vous voyez, et ça, c'est vrai que pour un médecin, eh bien, comprendre la cause des maladies, c'est quelque chose qui est fort. Et c'est pas n'importe quelle cause, c'est à l'intérieur du corps, trouver l'organe qui est à l'origine de la plainte du patient. C'est quelque chose de constitutif, de très fort, et c'est un processus de réduction qui est colossalement puissant. Hein. Alors, il faut quand même se souvenir que tout ça est à moitié vrai, même dans le champ de la médecine. Il y a eu une rébellion à la seconde moitié du XXe siècle, où en fait, il y a plein de maladies, on ne les soigne pas en traitant les causes. Hein, la cause du cancer du poumon, en général, c'est le tabac. Une fois que vous savez ça, ça ne sert à rien pour soigner un cancer du poumon. Et donc, il y a eu un deuxième courant de réduction orthogonale qui n'a rien à voir, qui est complètement pragmatique et statistique, c'est de dire, il y a des syndromes, eh bien, on va tester statistiquement des soins. Et on va faire ça sur plein de soins, et à la fin, on va retenir ceux qui sont les plus efficaces. Vous voyez, c'est une forme de réduction statistique parce que, contrairement à Claude Bernard, où il y a un universalisme du soin, hein, dans la tuberculose, il y a une cause. Pour traiter un patient tuberculeux, je donne un antituberculeux. C'est une loi, c'est comme la loi de la gravitation universelle. C'est un énoncé universel. Alors que pour la prévention de l'infarctus du myocarde, on va prescrire des statines, mais les statines, qu'est-ce que ça fait chez qui on ne sait pas trop, on sait que statistiquement, quelqu'un qui a un diabète de type 2, etc., qui est hypertendu, on va lui prescrire des statines, et on sait que ça prévient le risque d'infarctus du myocarde. Oui, c'est une pensée qui est très différente de la pensée bernardienne, c'est une pensée statistique, mais c'est aussi une pensée de réduction. En fait, on réduit le sujet à un sujet moyen. Et donc, on en arrive aujourd'hui à ça, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que pour penser la médecine, en gros, il a fallu utiliser des théories. Alors, une théorie biologique ou une théorie statistique, et les théories, ça a l'avantage de condenser le sens et de comprendre. Et donc, grâce à ces théories, du fonctionnement biologique ou de l'efficacité des thérapeutiques, la médecine a avancé, elle fonctionne bien. Alors elle fonctionne pas si mal que ça, hein, puisque d'ailleurs, dans toutes les autres cultures que la culture occidentale, en Chine, quand quelqu'un a un infarctus du myocarde, on ne fait pas de l'acupuncture, on pose un stent. Hein. Et donc, voilà, principe de réalité, ça marche. Alors bien sûr, ça a des effets collatéraux, c'est que, d'abord, de faire une fixette sur les organes et le dysfonctionnement des organes, eh bien, le sujet pensant a disparu. Et ça d'ailleurs, on dit, hein, beaucoup de patients disent aujourd'hui, la médecine est déshumanisée. Et ça, on entend ça, surtout avec la crise du système de soins aujourd'hui. Hein, les soignants et les patients disent c'est déshumanisé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tout est fait dans la rencontre, dans le soin, pour que le sujet pensant ne soit pas présent. Il est considéré comme un artefact. Et d'ailleurs, ça se voit clairement dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il n'y a jamais rien sur comment un médecin doit parler à un patient. C'est une tâche aveugle. Donc une disparition du sujet pensant, du patient pensant et du médecin pensant. Donc ça, c'est le premier point. Alors bien sûr, ça pose des problèmes à la psychiatrie. Donc la psychiatrie a un problème épistémologique aujourd'hui, puisqu'elle fait partie de la médecine, mais dans la médecine, il n'y a plus de sujet pensant. Or, la psychiatrie s'occupe du sujet souffrant en tant que sujet pensant, et donc du coup, la psychiatrie est en crise, elle ne sait plus, en termes épistémologiques, comment agir, et de là, certains collègues, psychiatres d'adultes, qui s'investissent beaucoup dans les neurosciences, parce que les neurosciences, ça permet
d'aborder le sujet psychiatrique sans le considérer comme un sujet pensant. Et puis après, ben, il y a le mot placebo qui apparaît. Parce que ben, le placebo, ça permet de répondre à la tâche aveugle qui correspond au fait que ben, parfois, le médecin, il parle, il donne quelque chose qui ne fait pas grand-chose, par exemple du paracétamol, hein, ça ne fait pas grand-chose, le paracétamol, et puis ben, le patient va mieux. Et ça, Claude Bernard ne l'explique pas, et la statistique ne l'explique pas. Hein, le paracétamol est inefficace dans les douleurs lombaires chroniques. C'est la revue Cochrane, voilà, statistiquement, ça n'est pas efficace. Et le mécanisme d'action du paracétamol, on ne le connaît pas. Donc, le fait, quand un médecin prescrit du paracétamol à une douleur lombaire, en fait, ce qu'il fait est incompréhensible en termes bernardiens et en termes statistiques, et pourtant, beaucoup de patients vont bien. Et donc là, on va dire, ah oui, mais alors, c'est l'effet placebo. L'effet placebo est une espèce de concept qu'on développe pour répondre à un vide qu'il y a dans la pensée médicale. Et puis, bien sûr, alors quand j'en arrive aux psychothérapies maintenant, eh bien, bien sûr, le problème, c'est que les psychothérapies, ben, c'est dans le domaine du soin, et donc, comme la pensée médicale est extraordinairement forte en termes d'autorité dans l'organisation du système de soins, ben, le monde de la psychothérapie est écrasé par cette pensée médicale. Il n'y a qu'à voir, hein, pour évaluer les psychothérapies, on fait des essais randomisés comme pour évaluer des médicaments. Et on dit, est-ce que cette psychothérapie est valide? Est-ce que vous avez fait un essai? Sans se demander si il est légitime méthodologiquement d'évaluer des psychothérapies avec des essais randomisés. La réponse à cette question n'est pas simple, hein. Je ne dis pas non, hein, mais je dis peut-être pas oui non plus. C'est plus compliqué que ça. Et donc la psychothérapie étant dans le domaine du soin, ben, elle doit obéir aux injonctions de la pensée médicale, mais la psychothérapie, par définition, alors là, s'intéresse au sujet pensant, qui n'appartient plus à la pensée, au champ de pensée médicale. Et donc, ben, du coup, comment se débrouille le champ de la psychothérapie pour penser cette aporie? Alors, à ce stade-là, ben, il faut revenir à ce qu'est la rencontre, hein, puisque dans une psychothérapie, il y a une rencontre. Mais cette rencontre ne va pas se structurer autour d'une enquête sémiologique. Ça va être autre chose. Et quelle est cette autre chose? Eh bien, la rencontre, c'est très compliqué. Voilà. La rencontre, c'est très compliqué. Et alors, je milite pour une extension du concept de psychose. Voilà. Je pense qu'en plus, dans notre société aujourd'hui, ça marche bien. De mon point de vue, toute rencontre déclenche un moment psychotique chez les gens qui sont dans la rencontre. C'est-à-dire, toute rencontre met en danger l'intégrité du moi. Elle la met en danger par la parole de l'autre dans la rencontre. C'est-à-dire que la parole de l'autre est une agression parce qu'elle va vous modifier en tant que sujet pensant. La parole modifie. C'est juste, une parole peut modifier. 2 mots peuvent détruire quelqu'un. Hein. 2 mots peuvent détruire quelqu'un. Il y a de la violence de parole. Donc, et on sait ça dans la rencontre. On sait que l'autre peut me faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien à travers les mots qu'il dit. Et puis, dans la rencontre, et là c'est intéressant avec les thérapies par visio, l'autre peut me toucher. Et vous savez qu'une rencontre par Zoom ou une rencontre comme on le fait là, ça n'est pas la même chose. Et là aussi, je ne dis pas que l'une est mal et l'autre est bien. On peut faire des thérapies par Zoom ou par téléphone, hein. Il y a des gens qui font ça et qui s'en tirent très bien. Mais le fait que l'autre, dans la rencontre, soit en face de moi et que si je tends la main, je le touche, et vous savez que toucher quelqu'un d'autre, c'est quelque chose dans nos sociétés. Hein. Toucher l'autre, il n'y a qu'à voir aujourd'hui autour des examens gynéco, etc. Hein, le toucher, même quand c'est un soignant, relève quasiment du sacré, parce que, eh bien, ça peut mettre atteinte à mon intégrité physique cette fois-ci. Et donc, dans la rencontre, il y a une ébauche d'un moment psychotique. Et puis, dans la thérapie, il y a une rencontre, mais c'est la rencontre d'un sujet souffrant. Un sujet qui vous demande de l'aide parce qu'il souffre, parce que moi, en tant que médecin, je l'appelle malade. Et un malade, être malade, c'est aussi être dans un moment psychotique. Par définition, quand vous êtes malade, il y a une rupture à l'intérieur de vous.
Vous avez tous eu soit une grippe sévère, une colique néphrétique, etc., etc. Vous voyez, avant, bon, ben, ça va plus ou moins bien, ça va, et puis par moments, bon, ben, on a mal, mais ça va, voilà, c'est-à-dire, dans le champ de mes représentations mentales de moi-même, je suis toujours moi. Même si ça flotte, hein, mais j'arrive à revenir à ce que je suis moi. Et quand vous avez une grippe sévère ou une colique néphrétique, vous n'êtes plus vous-même. Tout d'un coup, vous vous découvrez comme quelqu'un de différent. Et d'ailleurs, vous vous découvrez que vous avez un rein. Parce que d'habitude, on ne sait pas qu'on a un rein. Et tout d'un coup, donc, vous ne savez plus qui vous êtes. Et ça, c'est un moment de déréalisation qui relève d'un moment psychotique. Et bien sûr que, du coup, dans la rencontre psychothérapeutique, il y a un moment psychotique au carré. C'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui souffre, qui ne se sent plus lui-même, et en plus, il est dans une rencontre, et cette rencontre peut lui faire du mal, et peut me faire du mal à moi aussi. Et donc, ben, il va falloir que le psychothérapeute travaille avec ça. Le problème, c'est que pour travailler avec ça, pour construire un savoir, il va falloir le théoriser, comme Claude Bernard l'a fait. Mais qui, aujourd'hui, peut prétendre avoir théorisé ce que c'est qu'une rencontre? Alors, il y a des petits bouts de théorie. Hein, les thérapies cognitivo-comportementales, la psychanalyse, etc., expliquent d'une certaine façon ce qui se passe quand des êtres humains sont l'un en face de l'autre, en quoi la copensée, en quoi leurs fantasmes peuvent résonner, et que nos fantasmes ne résonnent pas n'importe comment, ça s'ancre sur notre sexualité, ce que nous étions quand nous étions enfants, avec nos parents, etc. Enfin, vous connaissez tout ça, hein. Et tout ça est théorisé, d'accord? Et puis les thérapies cognitivo-comportementales vont théoriser ça différemment, ok? Mais ce sont des spots théoriques. Aucune de ces théories ne prétend à elle seule expliquer l'ensemble de ce que c'est qu'une rencontre. Et alors vous me voyez arriver, arrive l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire l'alliance thérapeutique, ça va être tout ce qui n'est pas théorisé. Et alors, je vais reprendre Carl Rogers, parce que, bon, c'est une grande figure de la psychothérapie, et dans un texte que j'ai trouvé, il dit « Qu'est-ce qu'un bon psychothérapeute ?» Alors, c'est quelqu'un qui est authentique, empathique et chaleureux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Prenez chacun de ces trucs les uns après les autres. Qu'est-ce qu'être authentique? Mais c'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que, en fait, le risque dans la rencontre, comme on est dans un moment psychotique, on est en danger, on est vulnérable. Qu'est-ce qui se passe dans les rencontres de tous les jours? On n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même. C'est la façon, c'est le mécanisme de défense le plus simple pour que la rencontre se passe bien. Si vous n'êtes pas vous-même, il n'y aura pas d'atteinte à votre intégrité. Et c'est ce qu'on fait sans arrêt. Quand on rencontre quelqu'un, on se serre la main, bonjour, comment allez-vous, on se sourit, d'ailleurs à l'extrême, nice to see you, enfin, alors qu'on ne pense pas du tout. Et vous voyez, il y a une espèce de faux self quasiment, et c'est de narration de soi, et voilà, mais c'est pas vrai. Hein. Et d'ailleurs, on le sait, les moments de vérité dans la rencontre sont rares. Même dans un couple, puis on parlait de couple tout à l'heure, même dans un couple, c'est pas si facile que ça d'être vrai. Hein. Et même s'il y a la sexualité, dans la sexualité, il y a du vrai dans la rencontre quand même, mais c'est pas facile. Donc on voit que c'est difficile d'être authentique. Et donc, or, il a raison, Carl Rogers, c'est vrai que le fait que le thérapeute fasse un effort sur lui-même pour accepter sa vulnérabilité dans un risque d'atteinte dans son intégrité psychique en relation avec le patient, c'est ça d'être authentique, hein, c'est d'accepter d'être soi-même, donc d'être vulnérable dans le lien. Et bien sûr que le patient va le sentir, et il va sentir que si le médecin, le soignant, le thérapeute accepte d'être vulnérable, eh bien du coup, lui, il est moins en danger. Donc il a raison, mais c'est très 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 difficile à théoriser. Et alors l'empathie, quand on parle d'empathie, mais vous savez, le nombre, ce mot ne veut rien dire tellement qu'il est utilisé à tort et à travers. Hein. Et d'ailleurs, puisque j'ai un tout petit peu de temps, j'ai juste une question à vous poser, parce que ce mot est tellement utilisé dans le domaine des psychothérapies hein, qu'il faut quand même y réfléchir 30 secondes. Un jour, j'entendais pendant l'épidémie Covid un couple qui s'est disputé parce que un des deux n'avait aucune empathie sur tout ce qui se passait à la télé.
Donc sa compagne lui dit « mais j'en ai marre, t'es pas empathique avec tout ce qui se passe, etc. » Et ça m'a interpellé. Est-ce qu'on peut être empathique avec ce qui se passe à la télé? Vous voyez, est-ce que c'est vraiment de l'empathie? Autrement dit, est-ce que l'empathie nécessite nécessairement une rencontre? Eh bien, moi je crois que oui. Je crois qu'on peut... Alors c'est discuté, hein, quand je pose la question, les gens ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui disent que l'empathie, c'est pas reconnaître les émotions, c'est pas même les ressentir, etc. C'est en fait, en reconnaissant l'état interne de l'autre, arriver à lui faire quelque chose à lui. Et là, vous voyez, ça, c'est vraiment du ressort de la psychothérapie, c'est-à-dire, je vous comprends, et vous avez compris que je vous ai compris, et ça vous fait quelque chose de thérapeutique. Et donc l'empathie est forcément une action sur l'autre. C'est pas moi qui suis empathique. Je ne suis empathique que parce que le sujet qui est en face de moi est touché par ma compréhension de lui. Donc du coup, par définition, on ne peut pas être empathique avec ce qui se passe à la télévision. Et je trouve que c'est important de le conceptualiser. Donc vous voyez, je conclus là-dessus. Parce que chaleur humaine, qu'est-ce que ça veut dire d'être chaleureux? Bon, c'est aussi très difficile à définir. Donc, il y a, oui, être thérapeutique, en psychothérapie, c'est extraordinairement compliqué, subtil, enfin complexe, au sens où je l'ai défini tout à l'heure. Voilà, la psychothérapie relève de la complexité, et donc il faut accepter une incomplétude dans notre explication du phénomène psychothérapeutique, du fait de sa complexité. Mais néanmoins, pour avancer, il faut réduire, parce que c'est comme ça que nous pensons, et donc, quelque part, il va falloir créer des théories pour construire des thérapies, c'est ce qui se fait, et on appelle ça l'aspect spécifique de la prise en charge psychothérapeutique, et c'est à la fois légitime et intéressant et potentiellement efficace. Mais ça n'est qu'un tout petit bout de la relation psychothérapeutique. Il y a aussi tout ce qui est non expliqué par la théorie, donc non spécifique et extraordinairement important et très difficile à transmettre et à enseigner, c'est vrai. Mais le risque, c'est que comme ça n'est pas théorisé et qu'on érotise à l'excès les théories, de dénigrer ce qui n'est pas dans la théorie et donc de dénigrer l'alliance thérapeutique. Et ça n'est pas une bonne chose et merci pour votre attention.